Bonjour à tous, merci, merci à toute l'équipe du musée pour cet accueil. Je suis très honorée de pouvoir participer au programme des cafés Histoire du samedi matin. Donc, ce qui nous réunit effectivement n'est pas étroitement lié à l'exposition qu'il y a actuellement en cours au musée. Et je remercie Eliane d'avoir accepté ce décalage de calendrier. Cette intervention donc rend compte plutôt effectivement de l'architecture et s'intègre dans un programme que nous avons initié, un programme de recherche sur la modernité architecturale lancé il y a 2 ans à peu près, avec notamment le soutien du département d'histoire, d'histoire de l'université, et avec aussi également les étudiants qui sont aussi ici présents. Et Tiavine, voilà, avec qui nous avons monté ce projet pour interroger le patrimoine architectural de la capitale, mais d'une manière générale de Madagascar, au XXe siècle. Alors, pour illustrer cette programmation, j'en avais choisi plutôt d'illustrer en prenant en compte en fait une certaine radicalité de l'architecture, en illustrant au moyen d'une photographie prise probablement autour de 1970 sur de l'hôtel Hilton, avec des contrastes en premier plan, avec une modernité peut-être à plusieurs temps. Alors la modernité, c'est un grand mot, c'est beaucoup de sens et des définitions qui ne cessent d'être au centre des débats et des réflexions chez les historiens de l'art aussi. Et c'est peut-être autour de celle-ci que l'on va interroger la question de l'architecture à Madagascar au XXe siècle. Mais de quelle modernité il s'agit? De quoi parlons-nous? Et pour ce faire, je pense que l'on peut aussi considérer d'abord évidemment la révolution industrielle qui fixe une idée de la modernité. Elle est aussi celle qui est rattachée à des révolutions artistiques ou esthétiques et évidemment sociales, mais peut-être davantage au début du XXe siècle. Et aussi une modernité dont on parle aussi très largement en architecture, où on va même jusqu'à évoquer le modernisme. Donc moderne, modernité, moderniste. Tout cela sont des définitions qui varient en fonction à la fois des contextes, des sujets, et qui demandent à être mis en perspective. Si l'on prend le départ de la révolution industrielle du 19e siècle, c'est elle qui va aussi dicter d'une révolution évidemment au niveau de l'architecture. Et en introduction, j'avais choisi de vous présenter le fameux Crystal Palace de 1851, qui est réalisé par Joseph Paxton à l'occasion de la première exposition de Londres en 1851, et qui est le palais des expositions. Cette architecture, elle repose sur évidemment une démonstration de la puissance industrielle, économique et du rayonnement de l'Angleterre à travers le monde. Et aussi une démonstration de la capacité industrielle et industrieuse de l'Angleterre, et qui est représentée par le Crystal Palace. Le Crystal Palace, comme l'exposition universelle, est un principe aussi de discours politique qui tente à démontrer cette puissance de rayonnement et de capacité à rayonner à travers le monde. Et le Crystal Palace reposant aussi sur une vision en fait totalement nouvelle de la capacité à utiliser le métal et le verre comme les deux principaux éléments de construction et d'architecture, dans une forme extrêmement massive, gigantesque, monumentale, dont cette image montre aussi en fait la vitalité de cette architecture par cet arbre qui est à l'intérieur. Alors cette architecture, elle était destinée à ne pas rester éphémère. Elle est évidemment le Crystal Palace aujourd'hui n'existe plus tel qu'il était suite à un incendie. Cette modernité, elle est encore sous-jacente au début du XXe siècle et dans la continuité de ce pouvoir démonstratif
dénoncer un rayonnement de puissance économique, l'exposition universelle de 1900 est souvent illustrée aussi par le Grand Palais, réalisé par Charles Giraud. Alors pourquoi on parle de modernité sous-jacente? Parce que derrière cette voûte en métal et de verre, il y a devant une façade qui conserve encore un registre ornemental, architectural extrêmement classique, une espèce d'éclectisme qui reprend des éléments du XVIIe, XVIIIe siècle, et donc qui garde une forme de, je dirais, de tradition, un héritage. Et c'est seulement quand on pénètre à l'intérieur du Grand Palais que l'on découvre cette innovation, cette révolution qui repose aussi sur cette révolution industrielle dont on voit là une image de 1900 qui permet d'exposer tout un ensemble de sculptures, dont les sculptures évidemment de Rodin, et qui est aussi une démonstration de la puissance et de la capacité à produire, tant sur un point d'un côté industriel, tant du côté aussi des arts, et cette profusion de sculptures, de plâtre et de bien nombre d'œuvres d'art est destinée au rayonnement de la France à l'international et à démontrer la richesse et la vitalité économique de la France. L'usage du métal est aussi travaillé avec toute l'influence qu'il y a naissante de l'Art Nouveau. Et quand on voit aussi l'escalier à l'intérieur du Grand Palais, on voit que le métal est travaillé avec une très grande souplesse et qui répond au mouvement d'Art Nouveau qui repose essentiellement sur un motif tigiforme, donc de la tige florale qui génère en fait tout un motif de courbe et d'entrelacs. Et qui montre comment on peut aussi, avec le métal, créer une forme de dentelle et redessiner des nouveaux motifs architecturaux. Dans cette modernité encore sous-jacente, il y a aussi on peut évoquer aussi très souvent l'hôtel particulier de Moïse de Camando, qui lui est réalisé entre 1911 et 1914 par René Sergent, qui est l'exacte réplique en fait d'un hôtel particulier Louis XVI, mais complètement année 1910-1915. Dans cet hôtel particulier, l'intérieur est aussi pensé selon une architecture que l'on pourrait retrouver au XVIIIe siècle, qui est visitable aujourd'hui, hein, et en même temps qui applique tout des ressorts d'une certaine modernité, notamment pour les escaliers de service, l'équipement de l'ascenseur, l'électricité et l'accès à l'eau et au chauffage. Moïse de Camando est un grand bourgeois parisien, grand collectionneur, très amateur du mobilier XVIIe et surtout XVIIIe siècle, Louis XV et Louis XVI, avec des pièces exceptionnelles de Jean-François Aubaine ou de Riesner. Et donc, il commande une réplique et tout en étant un homme de son temps. Donc, c'est une modernité qui repose un peu à deux temps. Si on regarde ce qui se passe au même moment à Madagascar et plutôt à Antananarive, cette modernité, je dirais qu'elle est plutôt plurielle et qu'elle repose aussi sur ces mêmes dimensions, en tout cas ces mêmes arguments, si l'on lit l'architecture. Quand la résidence du Premier ministre est demandée à William Poole de construire à William Poole en 1872, ce palais est un palais qui affirme aussi une autorité en pendant évidemment au palais de la Reine, au Rouve, et il est aussi une combinaison de différents éléments architecturaux avec des influences diverses, tout en appliquant une certaine volonté d'industrialiser derrière certains process et notamment l'utilisation de la brique. Dans ce palais, si l'on regarde bien ces quatre coupoles et la coupole centrale sont évidemment
un effet architectural contemporain, mais les influences, quand on le regarde, les colonnades en façade sont d'influence d'Indonésie, ne sont pas du tout des registres ni anglais ni locaux, et sont plutôt soit d'Indonésie et sont largement visibles sur les arcades. En revanche, à l'intérieur, on a un usage de bois teinté et de menuiserie en soubassement, en pointe de diamant, qui sont largement une influence victorienne, avec aussi la balustrade qui sertit la grande salle centrale. Si on parle d'une modernité en comparaison aussi avec ce qu'on peut voir en Europe et notamment en France à la même époque, on peut parler aussi de la résidence de France qui est érigée en 1892 et qui, bien évidemment, comme on le sait, est une réplique aussi du grand âge de l'architecture française de l'époque Louis XIII, avec une réplique où l'on peut retrouver tout le registre architectural des façades et de Louis XIII. Si l'on regarde par exemple en comparaison la place des Vosges à Paris ou le registre architectural des motifs du style Louis XIII, on peut constater qu'on est exactement sur le même mode, avec l'usage des fenêtres hautes, des fenêtres mansardées, donc dues à mansart, que l'on retrouvera aussi évidemment à Versailles, dans les combles, et le système de bossage de la pierre en façade et ce jeu de couleurs entre la brique, la pierre taillée et l'ardoise, ou en tout cas le zinc pour ici. Cette architecture qui se veut évidemment pour imposer son pouvoir et asseoir son autorité est encore aussi en reflet et en appel à une idée de ce qu'est le pouvoir et l'autorité française d'occupation à cette époque. Et l'autre grande architecture qui occupe le territoire malgache très tôt et qui impose et qui dit aussi de sa force politique, c'est la construction des banques et des édifices notamment à Tana, mais aussi à Tamatave. L'hôtel du comptoir national d'escompte de Paris, alors lui, il commence déjà à intégrer certains éléments architecturaux qui font appel à des coupoles que l'on retrouve dans les immeubles haussmanniens, ou qu'on peut aussi penser aux galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Mais en façade, on a encore tout un registre architectural plutôt traditionnel, avec ces colonnades et les pierres en bossage et cet escalier. On retrouve aussi ces éléments-là sur la Banque d'Escompte de Paris dans ses succursales de Tamatave, avec deux photographies, l'une probablement plus ancienne que celle de droite, où on voit aussi une architecture qui n'a absolument aucun référent avec l'architecture locale. Si l'on compare avec le comptoir national d'escompte de Paris, qui existe toujours, non pas sous ce nom, mais en tout cas l'édifice à Paris, rue Bergère, on peut regarder qu'il y a aussi tout cet éclectisme, je dirais, Troisième République française, qui repose que l'on peut voir en façade, et en même temps, à l'intérieur, on a un renouvellement d'une architecture Renaissance qui peut aussi passer par les grandes arcades de certaines églises Renaissance baroque d'Italie, et en même temps, ce que l'on découvre, c'est que ce vaste hall extrêmement élevé repose sous une verrière dont on comprend en fait par l'illustration dans les combles, et dans les combles tout le système de fixation et de métal qui permet d'huisserie de soutenir cette verrière dans les combles, avec, vous voyez, toute cette structure architecturale, non pas en bois mais de fait de métal.
Dans cette modernité sous-jacente que l'on peut voir aussi évidemment à Madagascar, je ne raconterai pas évidemment l'histoire du chemin de fer que vous connaissez tous ici, certainement peut-être même bien mieux que moi aussi, mais ce qu'on peut constater, c'est que dans cette intention de moderniser et d'équiper l'île, évidemment on va construire des gares, mais qui ne sont pas aussi, qui sont relativement tardives si on regarde d'un point de vue esthétique, architectural, avec des éléments qui font référence plutôt à une architecture 1860-70. Donc la modernité repose sur la technicité que l'on apporte, mais d'un point de vue architectural, elle n'est pas extrêmement renouvelée. Dans cet éclectisme, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la mention de l'école de médecine qui était inaugurée en 1928 et qui est une compilation un peu de tout un registre architectural européen et en tout cas gréco-romain, réinventé aussi avec ce principe d'arcade pour la circulation, avec un plan central avec en façade des colonnes doriques et puis deux pavillons latéraux pour lesquels qui complètent ces principaux bâtiments. En même temps, au début du XXe siècle, il y a une autre modernité qui, elle, a un désir de beaucoup plus s'affirmer, la volonté aussi d'afficher un besoin de renouvellement total et qui va vivre une naissance à peu près, qui va prendre naissance en même temps que cette modernité dont je viens de parler, qui va presque être en opposition à celle-ci et qui va reposer sur un besoin d'affirmer un registre d'ornement aussi complètement radical et qui va s'imposer. Alors, elle repose cette modernité affirmée sur trois éléments, je pense, très importants autour desquels on peut articuler le mouvement moderne, qui repose donc sur cet ensemble d'architectes du XXe siècle. Dès les années 10-20, qui va être exprimer une forme de rationalisme, en tout cas de volonté de rationaliser l'architecture sans ornement et évidemment avec l'usage du béton armé. Le béton armé, lui, permettant aussi la libération du plan. Et à titre d'exemple, je vous présente l'église Notre-Dame du Raincy par Auguste Perret. Auguste Perret étant un architecte que l'on a tardivement reconnu et qu'on a considéré comme effectivement l'un des architectes précurseurs du mouvement moderne, dont on a l'exemple de cette église où on retrouve un plan relativement traditionnel, mais beaucoup plus libéré en intérieur, l'usage du béton armé qui permet la superposition en étage du clocher, un attachement au vitrail évidemment qui reste très important aussi dans ces années-là, mais avec des motifs beaucoup plus géométriques et très simplifiés. L'évocation de cette cathédrale ne peut évidemment pas m'empêcher de faire l'évocation de la cathédrale d'Anne-et-Raquel, qui, elle, est construite après-guerre, mais sur un site où il existait déjà une cathédrale, et qui, on voit bien dans cette photographie intéressante, la présentation de cette cathédrale avec trois éléments géométriques et architecturaux qui se succèdent, qui sans doute font aussi une évocation de la Trinité, et une élévation par le béton pour le clocher, la nef centrale et la nef latérale. Le maintien de l'usage du vitrail aussi dans une forme extrêmement simplifiée, et une inauguration qui aura lieu seulement en 1973. Pour revenir aux travaux d'Auguste Perret, pour revenir aux années 20-30 qui connaissent donc cette modernité de révolution sociale, esthétique, et qui est portée par les architectes, par le mouvement moderne, et dans la continuité de ces grandes démonstrations de puissance économique, industrielle et pour le rayonnement international, le Palais d'Iéna est réalisé à l'occasion de l'exposition universelle, l'exposition internationale de 1937. Le Palais d'Iéna, il est destiné à être le musée des travaux publics. Il répond à la construction du Palais de Tokyo et du Palais de Chaillot, Trocadéro. Et évidemment, en étant le musée des travaux publics, doit être la démonstration de la capacité de ce que la France peut réaliser en matière d'architecture renouvelée et l'usage du béton.
dans le palais d'Iéna. Ce que le béton armé permet de faire, c'est évidemment cette libération du plan avec cette vaste salle hypostyle dont on peut encore constater la préservation des colonnes, peut-être style cannelé, léger, et puis cet escalier en fer à cheval très suspendu, extrêmement aérien, qui s'intègre dans ce musée et qui donne aussi une large part, et la photographie le force aussi largement ici, l'intégration de la lumière comme l'un des nouveaux éléments architecturaux à part entière. Au même moment, à Madagascar, par la volonté de Léon Kaila de faire des éléments modernes à l'île Heureuse, évidemment l'hôtel de ville et l'ensemble de l'avenue Fallières intervient et dans cette intention, et repose aussi sur un nouvel usage du béton qui permet à la fois d'affirmer encore une fois l'autorité, mais aussi de renouveler des équipements nécessaires. Dans cette architecture de l'hôtel de ville qui va rythmer aussi et imposer un style architectural à toute l'avenue, il y a encore quelques éléments de conserver antérieurs, l'attachement au pergola, en évocation aussi au varang, des fenêtres en bow window qui permet aussi de capter la lumière suivant l'orientation du soleil, et un attachement à l'usage de la brique qui repose probablement aussi par l'arrivée massive de briques, car on peut lire dans les archives que l'industrialisation de la brique est encore assez complexe dans les années 20, et évidemment les bateaux partant chargés nécessairement, les cales étant nécessairement chargées, elles arrivent aussi avec des matériaux comme la brique, et qui limitent aussi le développement d'une production industrielle locale. L'hôtel de ville qui répond à cette radicalité, je dirais, se rationaliser cette architecture par l'absence d'ornement, privilégier la forme géométrique. Il y a aussi tout cet attachement que l'on retrouve en général dans l'architecture art déco dans le monde entier. C'est aussi l'usage de la ferronnerie d'art qui vient dessiner et parfaire un peu cette architecture extrêmement simple et particulièrement géométrique. L'avenue Fallières, évidemment, reprend aussi ce principe des arcades, qui pense aussi à la fois l'ensoleillement, qui répond aussi à une réflexion architecturale sur l'ensoleillement. Dans évidemment cet effet de rationalité, il s'applique aussi aux banques. Ici, vous avez la Banque de Madagascar de Majinga par Jacques Bonnier, qui va réaliser un certain nombre de banques et dans d'autres colonies françaises à cette époque, dont on voit ici encore le principe, cet attachement à l'arcade assez massive, qui donne une rigueur et une certaine forme de raideur au plan rectangulaire, voire carré de cette banque, avec une coursive au rez-de-chaussée à l'ombre et en partie supérieure également, avec une galerie aussi en étage. Au même moment, dans les années 20-30, il y a aussi ce que l'on appelle l'Union des artistes modernes, qui est portée par l'architecte Robert Mallet Stevens, et qui va pousser l'idée d'une intégration de plusieurs d'artisanat et d'intégrer les différents métiers métiers d'art à la pensée d'une architecture totale. Et Robert Mallet Stevens, dont vous avez ici la photographie de l'atelier des frères Martel, qui sont sculpteurs et qui travaillent régulièrement avec lui, pense cette architecture dès le début des années 20. Et fonde avec l'ensemble d'autres artistes issus, qu'ils soient sculpteurs, ferronniers ou peintres, donc l'UAM, l'Union des artistes modernes, qui voit le jour en 1927. L'UAM
dans cet bâtiment, ce que l'on aperçoit, c'est pensé évidemment pour l'atelier des frères Martel, qui sont des sculpteurs qui, eux, intègrent en fait tout un registre cubiste à la sculpture figurative, avec aussi cette réflexion de mouvement et une synthétisation de la forme extrêmement poussée qui révolutionne une partie de la sculpture des années 1920. On les voit tous les deux, ils sont frères jumeaux, on les voit tous les deux dans leur atelier, donc à l'intérieur du bâtiment de la diapositive précédente. Et on aperçoit aujourd'hui encore l'état, l'intérieur de leur atelier qui répond avec une simplification de l'espace, un décloisonnement des salles, des pièces. Des menuiseries, des huisseries en métal et une pénétration de la lumière qui va accélérer la géométrisation des espaces et dicter, en fait, aussi participer à dicter les différentes délimitations des espaces, comme on peut le voir dans cette photographie centrale. Et par l'usage du béton, une continuité permanente que l'on peut aussi avoir, que l'on discerne dans l'escalier, et en façade, en sollicitant les établissements des ateliers prouvés, dont on connaîtra aussi le succès dans les années 50, une porte en métal avec un registre géométrique extrêmement rationnel qui n'a de référent rien d'autre que l'évocation peut-être des tableaux évidemment de Mondrian et l'évocation de style, mais en tout cas simplement géométrique. Si on regarde à cela, quand je regarde le Mollaret, à Issourac, je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser à Mallet Stevens et l'influence de Mallet Stevens pour ces logements qui probablement ont nourri la réflexion de l'architecte André Lyotard, qui dessine, à mon avis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être vers 43, 44, le programme de ces 40 logements, qui n'est pas non plus un programme très important, mais dont les travaux vont être validés en 1945. Le Mollaret est pensé aussi, un peu aussi, vous voyez, avec la cage d'escalier en façade extérieure dans ce volume cylindrique apposé à la façade du bloc géométrique central, et aussi cet attachement au décor, au motif de ferronnier, en tout cas de métal, qui vient en apposer dans les fenêtres. En 1947, Lyotard demande à ce que l'on retire du plan initial, du projet initial, les escaliers en bois pour les mettre en béton armé. Et en 1948, Reza Fandimingu, qui est le directeur de la DAUH à cette époque et qui supervise ce projet, demande le remplacement des menuiseries et des dormants initialement prévus en bois, en métal. Il dit mot pour mot, pour des raisons aussi esthétiques que pour des raisons d'entretien. Et ça, c'est cette double pensée qui porte aussi beaucoup quand même certains projets de la DAUH est à la fois importante parce qu'il y a cette notion d'esthétique et aussi de pérennité et de pérenniser aussi les travaux, parce qu'évidemment qui dit bois dit entretien, l'asuré régulièrement. Si on regarde ce motif géométrique qui est repris dans la fenêtre, on le retrouve aussi en façade de la Chambre de commerce et de l'industrie, dont le premier bâtiment date de 1933. Cette façade telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de 1953 et qui a été rénovée, et probablement aussi un projet d'extension par Georges Bernard, qui est architecte à Antananarivo. Dans cette façade massive, puissante, stable, qui affirme aussi une autorité, et aussi on retrouve ce seul parement à la façade dans ces éléments en métal que l'on retrouve sur les deux fenêtres et sur la porte, et qui ont probablement aussi fait l'objet d'une restauration ou en tout cas d'un embellissement récemment.
Dans ce registre architectural très art déco, mais aussi d'une très grande modernité, évidemment, tout le programme porté par Léon Caïla et initié par Léon Caïla et porté par Collet de Canteloup, il y a aussi la rénovation, en tout cas la reconstruction du centre de Tamatave suite au cyclone de 1927, et qui permet aussi de recréer une unité architecturale qui est encore largement visible aujourd'hui et qui est exactement dans son temps, avec la capacité à répondre grâce au béton aussi à une rapidité d'exécution, une simplification aussi dans la forme. En fait, ce tribunal, par son dessin finalement extrêmement travaillé, affirme aussi une puissance, un sentiment de respect pour une autorité supérieure quand on est devant, avec simplement cette superposition d'un tableau d'encadrement rectangulaire qui amène à la pénétration dans le bâtiment. Deux accès latéraux et qui permettent aussi qui sont à peine visibles sur les côtés, avec deux piliers cylindriques et simplement la forme rectangulaire, le motif rectangulaire qui est employé. Pour ce tribunal, mais pour bien d'autres bâtiments qui sont réalisés à Tamatave, le béton armé et l'usage du béton permet aussi cette unité, et dans cette rapidité d'exécution, on peut retrouver aussi le principe en fait de la clôture, qui est un moule en fait simplement réalisé, qui permet d'être dupliqué sur place à l'infini, et reste à l'architecte aussi le dessin des piliers intermédiaires de structure, qui sont aussi dessinés dans un motif avec un détail qui fixe en fait la ligne générale de la clôture, en réponse à l'ensemble architectural de l'avenue principale de Tamatave, et qui sont exactement un élément architectural, enfin en tout cas ornemental, art déco, et que l'on voit au niveau de l'entrée, et qui fait aussi penser au gratte-ciel, enfin plein de choses. Quand on regarde, cet attachement va loin aussi, dont on a encore aujourd'hui des éléments visibles, comme probablement évidemment cette ferronnerie qui a été, à mon avis, restaurée beaucoup plus tardivement, mais qui était existante à l'origine et pensée, qui est dans cette continuité de l'influence de l'art décoratif, des arts déco. Porté par évidemment Henri Collet de Canteloup, la réalisation aussi de la Banque de Madagascar, qui est aussi sur l'avenue principale de Tamatave, où on retrouve aussi, vous voyez, cet attachement au dessin de la clôture géométrique simplifiée, et dont aujourd'hui en fait l'état d'origine est quasiment extrêmement proche, si ce n'est que il y avait peut-être les toiles tendues à l'époque au premier étage qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais qui grâce aussi au béton, l'usage de ce béton permet aussi d'élever davantage, mais d'aérer un peu plus, et là on gagne en sensation aérienne plus que dans la banque de Majinga. Dans ce rationalisme lié à cette modernité, en tout cas plus radicale, il y a aussi un autre élément qui lui vient davantage en héritage, moins en rupture que ce que l'on vient de voir, c'est la notion d'hygiénisme, qui va dicter de nombreuses règles de l'architecture moderne dans les années 20, et qui repose aussi en fait sur toutes les études de l'architecture hygiéniste et des études médicales du XVIIIe et XIXe siècle. Vous avez ici une photographie de l'hôtel Boucicaut qui a été réalisé en 1892 dans le 15e arrondissement à Paris, financé par la veuve Boucicaut, en fait, qui était la femme d'Aristide Boucicaut à l'origine de la création du Bon Marché, et donc que l'on salue dans Le Bonheur des Dames de Zola, et qui va être pensé par évidemment une réflexion hygiéniste, à savoir aussi avec la volonté
d'inclure l'accessibilité à l'eau, la lutte contre l'insalubrité et le besoin de compartimenter les salles en fonction de la détection des épidémies différentes. Et donc on va avoir comme ça une succession de pavillons qui va aussi générer, évidemment influencer la construction aussi, ce à quoi répond aussi la construction des pavillons de l'hôpital de Befelatanane, et dont je m'excuse pour les photos qui sont pas des meilleures, mais qui est pensé aussi en différents pavillons dans une architecture réalisée dans les années 30. Et dans cette intention forte de pallier à ce que la colonie considère comme un grand handicap à Madagascar, qui est la question de la santé publique, de répondre et de pallier aux problèmes d'hygiène et notamment aussi de lutte contre le paludisme. Dans le programme de Kayla et porté par Canteloup, il y a l'instauration évidemment de l'Institut d'hygiène sociale, dont on a des photographies d'époque que l'on voit aujourd'hui encore, où là, il y a une radicalité, une extrême simplification du bâtiment qui, à mon avis, est beaucoup moins intéressant d'un point de vue purement architectural que ce que l'on a pu voir auparavant, mais qui montre la volonté, et en tout cas politique, de déploiement autour de ces intentions, ces questions d'hygiène, et qui va être construit aussi rapidement dans les années 30 et qui connaîtra une deuxième extension dans les années 50, supervisée par la direction de l'architecture et de l'urbanisme et de l'habitat dans les années 50. Ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, il y a toute une équipe qui est sollicitée pour construire ce bâtiment, et où l'on voit que l'important, c'est de démontrer que dans ce bâtiment, il est pensé pour répondre à 3 services qui sont organisés et dotés de laboratoires de radiologie, de sérologie et de hématologie. Ces services font la démonstration que l'État français, enfin en tout cas la France métropole, s'enquiert de ces questions d'hygiène tout en y mettant des moyens relatifs. Comme c'est le cas par exemple pour l'hôpital des enfants, où là on voit bien que les budgets sont absolument pas les mêmes. S'il y a une démonstration forte de l'architecture pour l'Institut d'hygiène sociale, il y a là une simplification du plan, des arcades qui sont beaucoup moins épaisses, par exemple on peut le voir sur l'architecture des arcades, donc il y a une qualité des matériaux, un usage moins important et avec des budgets beaucoup moins importants. Pour cet hôpital, dont on voit une photographie ici datant de 1938. Et au-delà de la question de l'hygiénisme qui répond aussi à cette révolution moderne, il y a aussi ce que l'on appelle la question socialiste, en tout cas le socialisme qui porte les réflexions pour les architectes dans le mouvement moderne. Alors pas dans une notion politique, une définition que l'on a, ou des différentes définitions des socialismes qu'il y a. Il est dans cette intention plutôt collective et de réfléchir au service d'une architecture, au service de tous. Dans cette dimension socialiste de l'architecture moderne, il y a les réflexions évidemment d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, au chauffage, qui sont pensées. La pensée aussi d'un logement collectif avec l'usage qui permet aussi en limitant une densité de population au mètre carré. Et par cette privilégier le collectif, assurer une maîtrise publique en fait du foncier au service de la collectivité, donc d'assurer en fait une organisation maîtrisée par les pouvoirs publics, et surtout d'y assurer aussi des constructions ceinturées d'espaces verts et dans lesquelles aussi on pourrait construire des infrastructures de services à proximité. Donc évidemment tout cela est aussi dans l'héritage du familistère de Guise ou de Gaudin pour ce qui est de la France et aussi de l'Angleterre. Et en exemple, dans ces années 1920, parmi un certain nombre d'exemples des cités-jardins, celle de Suresnes par Félix Dumail,
qui a été construite entre 1921 et 1939, dont on a ici la photographie aujourd'hui actuelle de cette cité-jardin. Vous voyez, on a un logement collectif assez important, mais relativement aéré si l'on conserve, si l'on regarde simplement la partie centrale de la photographie. Donc ça, c'est la première partie qui a été construite avant 39, avec au centre la bibliothèque, les crèches ou les magasins d'alimentation qui sont à proximité, et l'importance attachée aux espaces verts et avec de libre circulation, comme on peut le voir sur cette carte postale en contrebas. Évidemment, pour la cité-jardin, celle dont on parle et dont on fait aussi beaucoup référence dans les années 30, c'est la cité-jardin de Collet-Canteloup, dont malheureusement aujourd'hui, la photographie reproduite dans la revue de Madagascar est la seule qui dit un peu le souhait et l'intention d'appliquer ces cités-jardins, dont on doit le principe, le concept à un architecte anglais au tournant de 1900, Howard, et qui va être dupliqué et reproduit partout dans le monde, et dans la cité jardin telle qu'elle était en 1933. Aujourd'hui, on a essayé de faire des photographies essayer de revoir un peu ce qu'était la cité jardin dans Boïdaï, et malheureusement sa lecture et sa lisibilité aujourd'hui ne le permet pas. En revanche, ce que l'on peut aussi considérer dans le prolongement de ces cités-jardins et qui répond à la nécessité de logement urgente et sans cesse en retard et sans cesse qui ne parvient pas à combler les besoins de logement dès les années 1900 et jusque dans les années 70-80, sinon encore aujourd'hui évidemment, on peut voir aussi que le camp des Manguiers est aussi pensé comme une cité-jardin avec une intégration de plusieurs blocs de logements qui sont dessinés par Collet-Canteloup. Ce qui est certain, c'est que cette architecture, en fait, est dupliquée dans les principales villes de Madagascar, que l'on peut retrouver aussi à Tuléar, Majinga, Diego Suarez et évidemment Fianarantsoa, sont pensés avec une architecture intégrée dans son environnement, réfléchie aussi par rapport à des besoins de ventilation, et adapté, ensuite décliné avec, vous voyez, ce motif en croisillon qui est pour moi la signature de Collet-Canteloup systématique et que l'on retrouve un peu partout dans Madagascar, et que l'on retrouve notamment aussi dans ce commissariat de police, avec en partie supérieure très probablement ces logements. Alors la modernité après 1945, elle s'accélère pour bien des raisons, parce que évidemment cette modernité lancée par le mouvement moderne des architectes est assimilée, on va dire, on va accepter et puis va se déployer à travers le monde de façon de plus en plus radicale, parce qu'elle répond aussi à une urgence de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale à travers le monde, et une nécessité pour ces besoins, pour les besoins divers, et même d'un point de vue religieux. Alors, je vous ai présenté, évidemment, on ne peut pas évoquer la modernité en architecture sans citer Oscar Niemeyer, il y en a bien d'autres. Et là, pour cette église de Saint-François d'Assise qui est réalisée en 1943 et qui montre aussi que le plan, si il était encore un peu entre deux, par exemple dans l'église de Auguste Perret des années 20, Oscar Niemeyer va beaucoup plus loin et pense la ligne architecturale avant de la démonstration, après que toutes les démonstrations de l'usage du béton armé ont été faites. Dans cette urgence et cette nécessité, évidemment, on ne peut pas manquer d'évoquer Le Corbusier. Vous avez ici deux photographies de l'unité d'habitation de 1957 réalisée à Berlin, qui est aussi immédiatement en fait en prolongement des cités-jardins, dans cette idée d'une d'unité d'habitation totale, dans laquelle repose aussi cette idée d'art total, où au sein même d'un immeuble, il y a à la fois les jardins, il y a la crèche, les écoles, les magasins, et donc il y a une autonomie totale au sein même de ces unités d'habitation. Celle qui vient avant, évidemment,
notamment c'est celle de la Cité radieuse de Le Corbusier, qui elle est construite entre 1946 et 1952. Alors dans cette idée presque apolitique en fait de notion de vision sociale révolutionnaire de l'architecture, il y a une intention idéologique et idéale de penser une unité parfaite avec évidemment posé comme ça un immeuble sur énorme pilotis, répondant aussi à cet art total avec l'évocation de ces usages de la couleur qui fait aussi encore à nouveau penser au tableau de Mondrian, mais qui va s'implanter en plein milieu d'un vaste espace vert. Sauf que, évidemment, avec le temps, on réduit les espaces de vie et des espaces verts autour, mais et on oublie en fait que dans ces unités d'habitation, il doit y avoir aussi l'accès tel qui était pensé dans les cités, les cités jardins, l'accès aux magasins et la facilité aussi d'accéder aux principes d'éducation et d'élévation sociale. Il ne reste dans le prolongement et l'influence aussi de ces unités d'habitation. Ici, à Tana, on peut évoquer la cité des 105 logements dans Kadivat, qui pose cette radicalité architecturale avec un immeuble, plusieurs unités sur pilotis. Et qui font aussi référence dans ces immeubles à cette réflexion d'usage donc du béton et de la circulation de l'air par l'extérieur dans ces unités qui sont réalisées donc par Lyotard et Sakuto, et Bayeux étant l'un des entrepreneurs principaux à cette époque, qui va être régulièrement sollicité par la DAUH. L'urgence en fait prime sur la construction. Lyotard et Sakuto sont appelés à réaliser ces unités de logement, puisque en fait on peut lire dans la presse et dans les comptes rendus qu'il y a une crise de logement qui ne cesse de croître et que les deux guerres successives aussi ont successivement mis un coup d'arrêt dans les projets et les intentions de construction et d'équipement en infrastructure de l'île. Et on retrouve aussi dans le prolongement après-guerre aussi d'autres cités-jardins qui sont plus en tout cas qui se déploient avec un modèle totalement renouvelé, largement radical, probablement un dessin de Raza Fanjamingu, mais dont on n'a pas encore les plans signés, mais qui sont pensés. Alors je crois bien que ce soit ces maisons-là dont on trouve le surnom de maisons transistor par leur plan. Et là, on a aussi une simplification encore plus poussée du plan avec simplement un toit à une pente. Toujours cette réflexion sur la question de la ventilation dans l'usage en fait ces oculus qui sont en partie supérieure, qui assurent une ventilation entre la toiture et le plafond du deuxième niveau. Et puis ces ombrières, ces brise-soleil, en fait, qui sont à la fois en version, qui sont à la fois horizontaux et qui surplombent les fenêtres, mais que l'on voit aussi de manière verticale et qui permet aussi de finaliser la structure de ces maisons à la fois pour une notion agréable d'isoler peut-être avec les maisons d'à côté, mais aussi on voit bien sur ces deux photos comment le mur latéral en pierre permet aussi de briser le soleil et assurer une part d'ombre. Dans cette urgence radicale, la cité militaire de Fort-Voiron est un exemple, probablement réalisé ici dans les années 50, dont on n'a pas encore les archives qui le confirment, mais où là on a encore dans cette urgence une simplification du plan avec plusieurs logements au sein même d'une unité qui repose sur le même principe d'un toit à une pente avec ce système de ventilation intérieure qui permet de maintenir une certaine fraîcheur. À cela, on peut aussi évoquer évidemment la cité Marabout à Tamatave,
qui est pensé aussi avec des unités de 2 voire 4 logements au sein même d'un grand parc où je pense que le système d'ombrage des voitures a été un ajout bien ultérieur dont on voit en tout cas dans cette cité aujourd'hui une préservation, un entretien de l'architecture telle qu'elle est dans ces années 50, mais aussi sans doute que les peintures qui ont fait l'objet de la rénovation ne sont, à mon sens, pas celles qui étaient à l'époque. Dans cette urgence et cette nécessité, la radicalité arrive aussi par évidemment les extensions scolaires, des bâtiments scolaires qui ont été réalisés déjà dès les années 10, 20 et 30. Et évidemment, j'aime à présenter l'extension du lycée Gallieni pour illustrer cette nécessité d'extension et qui va aussi être accélérée grâce à l'arrivée des fonds du FIDES notamment. Dans le lycée Gallieni, on a ce bâtiment principal qui surplombe la colline et qui assoit aussi nécessité d'appeler à l'importance de l'éducation dans un emplacement évidemment très stratégique, délibérément par la colonie française à Andoual, et qui est une architecture plutôt début des années, construite à mon avis vers les années 1910, mais qui repose sur un plan et en fait une architecture qui existe dès les années 1860. Et la photographie de droite prise du haut de l'escalier annonce l'arrivée en fait de l'extension perpendiculaire au bâtiment initial, cette extension du lycée Gallieni, qui est faite cette fois-ci dessinée par Asaf N'Djamilou et portée aussi par Dianoxy, et qui est je dirais un éloge de la rationalité et de la radicalité, mais surtout à ce besoin de modernité dans une architecture extrêmement géométrique et qui surplombe davantage encore la partie ancienne, avec modernité d'équipement aussi en intérieur, avec l'ascenseur, cet escalier qui évoque bien des escaliers des années 50 partout dans le monde, et qui se lie avec cet escalier et cette partie en contrebas où aura lieu la déclaration de la première République de Madagascar en 1958. Dans cette innovation architecturale où la brique est sans doute, à mon sens, en tout cas c'est mon interprétation, à la DAUH et pour Pierre Asaf N'Djamilou, c'est un attachement à une identité locale, et que évidemment la brique n'est pas structurelle, elle est en façade et va permettre une très grande intégration dans son environnement de bâtiments aux lignes largement radicales, et tout en pensant encore avec toutes ces questions d'ensoleillement et de ventilation des bâtiments, avec les fenêtres en retrait. Vous voyez, vous avez des pare-soleils systématiques aux fenêtres de cette école forestière, ou école d'agriculture aussi plus tard, qui est située en Batoubé, et qui montre un souci dans le détail et dans le dessin d'une architecture qui est parfaitement singulière et d'une grande modernité. À côté de l'école, ce bâtiment qui pousse sans doute aussi une nécessité encore plus urgente de construction, et qui permet par ces espaces d'accueillir aussi plus largement les élèves, répond à cette démarche politique de renforcer les infrastructures scolaires et aussi de formation dans les années 1950 et 60, et évidemment la France n'ayant absolument pas contribué à la construction d'une université, il était grand temps de la construire, et donc vous pouvez aussi y associer la construction, en tout cas, de l'université d'Ancate et des cités universitaires par Lecouteur et Simonet.
dans ces projets aussi de renforcer les infrastructures scolaires, il y a cette maquette où je m'interroge de savoir si elle existe toujours ou pas, cette maquette du lycée, de l'extension du lycée d'Antsirabe. Cette modernité qui était aussi en fait dans les années 50 encore un certain compromis entre une volonté en tout cas d'asseoir une certaine autonomie et une indépendance de la direction de l'architecture et de l'urbanisme à Madagascar, portée par Raza Fandjamingou qui était un directeur formé en France, architecte, urbaniste, mais aussi avec une foi, une intention de vouloir porter Madagascar avec son autonomie, dont il verra les années passant la désillusion grandir. Il y a donc cette architecture un peu en compromis. Et puis, évidemment, après, au sortir des années 50, une affirmation d'un pouvoir et une radicalité qui va encore plus forte et qui, elle, est extrêmement... qui est là une radicalité, je dirais, très nationaliste, si on peut dire, dans son architecture, et que Vladimir Frizell va réaliser pour ce ministère de l'Intérieur, et Frizell étant aussi l'architecte de l'aéroport d'Ivat, le premier aéroport d'Ivat. Et dans cette architecture, je trouve que la symbolique est aussi très forte. Il y a aussi ce besoin d'élévation qui répond à ce besoin de s'ouvrir aussi au monde, mais aussi un ministère qui regarde, qui est tourné sur lui-même et qui regarde son pays et qui est maintenant dans une indépendance. Et aussi, on a dans cette intention d'ouvrir encore et d'agrandir ces extensions et cette nécessité du logement, la cité d'Annalamaïs répond à une volonté en fait sociale de logement collectif portée par au départ la CIM et la CEIMAD, mais qui les années passant va devenir privatisée et qui va conduire à une difficulté à entretenir les espaces qui sont les espaces de lieux de vie autour des bâtiments, qui sont aussi une liaison avec où on peut voir derrière certains de ces immeubles de la cité encore des tambours de l'époque qui ont été préservés par malgré tout autour de cette construction. Alors des modernités, il y en a un peu pour tout le monde et un peu différentes décennies. En tout cas, dans ces modernités, je crois que si le palais du premier ministre répondait au palais du Rouve, j'aurais tendance à souhaiter, en tout cas, proposer un pendant entre le ministère de l'Intérieur et la tour de l'Hilton, qui sont le signalement en fait de deux ouvertures et d'un renouveau architectural radical qui peut être interrogé d'un point de vue esthétique évidemment, avec aussi cette ouverture au monde et au capitalisme par l'arrivée d'Hilton et la nécessité d'un pays qui accueille et qui reçoit lui-même, et comme en même temps cette photographie montre aussi toutes ces modernités qui sont toujours là à plusieurs temps, entre cet homme qui tire cette charrette au premier plan, la calèche tirée par deux chevaux, des passants qui marchent, en arrière-plan les voitures et ce plan horizontal qui soutient cette architecture extrêmement simple, à moindre coût. C'est une tour où on a rationalisé à l'économie maximum la rentabilité de l'exploitation hôtelière. Voilà. Merci.